Alors bonjour, bienvenue à ce nouveau chapitre, chapitre 7. Donc c'est la première capsule sur ce chapitre. Dans le chapitre 7, ce qu'on va voir plus en détail, ce sont vraiment des réactions d'abord sur les acides et les bases. Donc on va voir comment les acides et les bases fonctionnent. On va voir aussi le pouvoir des solutions qu'on appelle les solutions tampons. Vous allez en voir fréquemment dans les produits alimentaires, donc on va en parler. On va parler aussi de la réaction de neutralisation, les courbes de titrage, quelque chose que vous allez faire en laboratoire, donc je vais vous en parler dans le cours. Puis, dans la deuxième section du module de ce chapitre-là, on va parler un petit peu plus des degrés d'oxydation puis des réactions d'oxydoréduction. Donc, pour commencer, on va commencer par les acides et les bases dans cette capsule. Donc, les acides et les bases, on les trouve un petit peu partout dans les aliments. Hein. Les acides, par exemple, vous avez le vinaigre, évidemment, qui contient un acide, mais vous avez aussi d'autres aliments tels que les citrons, les limes, qui contiennent beaucoup d'acide ascorbique, qui est aussi appelé la vitamine C, mais elle contient aussi l'acide citrique qu'on utilise parfois pour, par exemple, certains bonbons pour donner une acidité à certains produits alimentaires. Les acides et les bases, il y a deux grandes théories qu'on va voir. La première théorie qu'on va voir, c'est l'ancienne théorie. C'est la première qui existe. C'est la théorie d'Arrhenius qui a été émise en 1884. Donc, c'est pas la théorie que nous, on va utiliser par la suite tout au long du cours pour les acides et les bases, mais je veux vous introduire cette théorie-là pour vous expliquer un petit peu comment ça a évolué. Donc, étant donné que c'est la première théorie, ce qu'on voyait dans ce temps-là pour essayer de décrire les acides et les bases, c'était vraiment pour essayer de décrire, de distinguer la différence entre les acides et les bases qui soient forts ou qui soient faibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va reparler plus tard, par rapport à leur pourcentage de dissociation. Ça veut dire à quel point ils vont réagir facilement dans l'eau. Okay? Donc, ils vont s'ioniser, donc ils vont devenir des ions lorsqu'on va les mettre dans l'eau. Donc, selon cette théorie-là, c'était valable seulement en solution aqueuse. Ce qui est un problème parce que on peut faire des solutions avec d'autres solvants que l'eau. Donc, il y a des problèmes lorsqu'on est dans autre chose que l'eau parce que cette théorie-là ne fonctionne pas. Elle fonctionne seulement si on est en solution aqueuse. Et cette théorie nous dit qu'un acide produit des H+, et des anions, qui est l'autre partie qui va se décrocher. Donc, les H+, c'est quand même quelque chose qui va continuer à être utilisé dans l'autre théorie, un petit peu plus récente, que nous, qu'on va utiliser dans le cours. L'autre portion, c'était que les bases produisent des ions OH- et des cations. Le problème, c'est que les bases, il y en a beaucoup qui ne vont pas se décrocher en ions OH-. Donc ça, c'était une autre des limites. Donc ça ne permet pas de décrire certains composés qui sont basiques et qui pourtant n'ont pas de OH-. Par exemple, les NH3. Donc NH3, c'est une base qui ne produit pas de OH-, qui ne libère pas de OH- dans une solution. Okay? Donc ça, c'est un problème par rapport à cette théorie-là, c'est qu'elle ne couvre pas toutes les bases qui peuvent exister. Alors, on s'est tourné vers une autre théorie, celle de la théorie des acides et des bases de Bronsted-Lowry. Puis cette théorie-là, qui a été émise en 1923, c'est celle-là qui vient vraiment combler les lacunes de celle d'Arrhenius, donc de la première, parce qu'elle peut s'appliquer à tous les milieux, que ce soit aqueux ou non. Donc ça vient vraiment régler certains problèmes. Et en plus, ça vient aussi régler les problèmes sur les bases qui n'étaient pas considérées dans le cas d'Arrhenius. Donc, dans cette théorie, qui est la théorie qu'on va utiliser pour le cours, notez bien, un acide, c'est un donneur de protons. Donc, un proton, c'est quoi? C'est un H+. Donc, ça, c'est pas mal la même chose qu'on a vu dans Arrhenius, c'est qu'on libère des H+. On va donner des H+, à quelque chose. Okay? Donc, s'il y en a un qui donne des H+, il faut que l'autre reçoive, soit un accepteur de H+, donc accepteur de protons. Donc, les bases, ce sont des accepteurs de protons. Donc, vous avez un acide donne des protons, puis la base accepte des protons.
Par contre, il faut faire attention, c'est que quand il y en a un qui donne, l'autre accepte. Donc, il n'y a pas de H+ libre là, dans une solution. OK? Les H+ vont pas se promener librement. OK? Imaginez, vous avez quelque chose à donner à quelqu'un, vous allez comme lui donner directement, vous n'allez pas le laisser tomber dans le vide. C'est un petit peu la même chose que les molécules vont faire. Elles vont prendre leur H+, puis le donner à une autre molécule. Donc, c'est vraiment un transfert et non pas comme relâcher dans le vide de la solution le H+ en question. Donc, il va toujours se lier à un groupement de charge négative, ce H+-là, ou à un doublet libre d'électrons qui sont situés sur un autre atome. Donc, par exemple, lorsqu'on est dans l'eau, le H+, va aller tout de suite se lier avec une molécule d'eau pour devenir, en réalité, H3O+. Donc, H3O+, c'est la forme que H+ prend lorsqu'il est dans l'eau. Okay? Donc, c'est la molécule d'eau devient H3O+ en présence d'un acide. Donc, c'est pourquoi on vous dit que c'est nécessaire la présence d'une base lorsqu'on veut qu'un acide réagisse et vice-versa. Donc, un acide tout seul ne peut pas réagir, une base toute seule ne peut pas réagir, il faut qu'il y ait un acide et une base pour qu'ils réagissent ensemble. Parce qu'un donne des protons, donc un donne des H+, l'autre va accepter les H+. Ça prend les deux partenaires. Ça ne peut pas fonctionner juste avec un des deux. Donc ça, c'est la théorie que nous, on va utiliser. Je vais vous montrer quelques exemples de tout ça. D'abord, je vais vous parler des acides et des bases fortes. Donc, comment reconnaître les acides forts et les bases fortes? Lorsqu'on dit fort, c'est qu'ils vont réagir complètement. Ils se dissocient complètement en solution aqueuse, ça veut dire à 100%. Toute la quantité de, par exemple, HCl, qui est un acide fort, va réagir complètement avec l'eau ou avec le milieu pour pouvoir faire sa réaction. Donc, les acides et les bases fortes réagissent à 100%. Ce qui n'est pas le cas des acides faibles et des bases faibles qui vont réagir à moins de 100%. Donc, pour les acides qui sont forts, vous avez HCl, HBr, HI, trois acides forts. Vous avez aussi HNO3, H2SO4, puis HClO4. Donc, ce sont les 6 acides forts que vous aurez à connaître par cœur. Okay? Il n'y a pas d'autre vraiment façon là, de savoir c'est quoi les acides forts. C'est de les connaître par cœur. Donc, l'autre portion, c'est les bases. Les bases fortes, eux, ce que vous allez voir, c'est que toutes les bases fortes ont pas mal une similarité. Si vous regardez LiOH, NaOH, KOH, ou encore ceux qui sont faits à partir des alcalino-terreux, donc soit avec les alcalins ou avec les alcalino-terreux, donc MgOH2, CaOH2. Donc qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a un OH, donc soit un seul ou deux OH, parce qu'ici on a des alcalino-terreux, donc c'est des ions qui sont chargés 2+, donc le OH-, c'est chargé juste -1, donc c'est pour ça qu'il en faut 2 pour équilibrer dans une molécule, un composé ionique, où vous avez un Mg2+, il faut 2 charges moins pour balancer. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 OH. Tandis que dans LiOH, ben c'est Li+, donc OH-. Donc, qu'est-ce que vous avez? C'est toujours des métaux, donc soit les métaux de la première période, ou de la deuxième période, premier groupe, excusez-moi, ou de deuxième groupe. Donc, c'est toujours un métal, plus un certain nombre de OH qui correspond à combien devrait balancer la charge de notre métal. Donc, un métal plus des OH, soit 1 ou 2 par exemple, mais ça, ce sont des bases fortes. Donc, les bases fortes vont toujours utiliser ce format-là. Donc, je l'ai écrit ici en bas si vous voulez vous le noter pour vous le rappeler. Vous n'avez pas besoin de savoir, d'apprendre par cœur ces bases-là, juste savoir que dès que vous avez un métal plus OH, c'est une base forte. Faites attention, c'est pas... Si vous n'avez pas de métal, puis vous avez un OH, par défaut, c'est pas une base forte. Il faut vraiment avoir un métal plus OH. Donc, quand on connaît ces listes-là,
on peut assumer que tous les autres acides et bases qu'on va rencontrer, qui ne font pas partie de la liste qui est ici, sont faibles. Et donc, par conséquent, les acides faibles et les bases faibles, eux, plutôt que de réagir complètement, ils vont être dans ce qu'on appelle un équilibre. Donc, ils vont réagir seulement en partie, puis il y a une partie qui va rester la molécule de départ. Donc, ils vont avoir ce qu'on appelle une valeur d'équilibre, donc une constante d'équilibre, qui s'appelle la constante d'acidité, Ka, pour les acides, et la constante de basicité, Kb, pour les bases. Donc, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, les réactions acido-basiques, donc acide et base, il faut toujours avoir un acide plus une base pour que ça puisse réagir ensemble. Donc, ici, vous avez une réaction entre un acide et une base qui peut se produire. Donc, si je prends un acide plus une base, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont réagir ensemble, okay, l'acide et la base, et vont vous donner de l'autre côté de la réaction une molécule. Donc, l'acide, il va devenir ce qu'on appelle la base conjuguée de l'acide de départ, tandis que la base va devenir l'acide conjugué de la base de départ. Donc, pourquoi on dit ça? C'est parce que l'acide, quand l'acide va réagir, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va donner son H+. Donc, il va libérer un H+, pour le donner à la base. En faisant ça, par exemple, si j'ai un acide comme HCl, donc HCl, quand ça réagit avec une base, ça donne son H+, donc qu'est-ce qui va rester comme partie qui s'est défait du H+, ben c'est Cl-. Hein? HCl, c'est fait d'un H puis d'un Cl, puis si j'enlève H+, ben il y aurait juste Cl-. Donc Cl-, c'est la base conjuguée. Ça veut dire que si on a un acide, lors de la réaction, de l'autre côté de votre réaction, donc du côté des produits, vous aurez toujours également un acide et une base. Sauf que ce sont ce qu'on appelle les conjugués, ça veut dire qu'ils proviennent de la molécule de l'autre côté des réactifs, qui était un inverse. Ça veut dire, quand j'ai un acide, ça devient une base conjuguée. Quand j'ai une base, ça devient un acide conjugué. Donc, pour l'acide, on enlève le H+, pour obtenir la base conjuguée. Pour passer de la base à son acide conjugué, ce qu'il faut faire, c'est qu'on prend la molécule de base, puis on ajoute un H+. Donc, par exemple, une base que vous pourriez rencontrer, NH3. Donc, NH3, si je lui ajoute un H avec un signe plus, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça va devenir NH4+. Donc, j'ajoute un H supplémentaire et j'ajoute un plus. Donc, à NH3, ça devient NH4 et j'ajoute la charge plus, donc NH4+. Ça, c'est l'acide conjugué de la base de NH3. Donc, on va faire plus tard des exercices par rapport à ça, parce que ça va être quelque chose d'assez important, les acides et les bases conjuguées, d'être capables de passer de l'un à l'autre assez facilement. Donc, les réactions que je vous montre ici, c'est des exemples de ça, des réactions acido-basiques. Donc ici, vous avez le HCl qui va réagir, par exemple, dans l'eau. Donc, HCl, c'est un acide fort. Donc, vu que c'est un acide fort, il réagit complètement. Vous voyez ici la flèche de la réaction, c'est une flèche qui a juste un sens. Donc, tout le HCl va réagir complètement pour donner. Donc, quand HCl réagit, ça c'est notre acide, il va libérer, il va donner un H à la base. Donc, l'eau ici agit comme une base, donc va accepter le H+. Donc, le H va s'ajouter dans H2O. Donc, quand on ajoute un H à H2O, ça devient H3. Et là, c'est un H+, donc il vient avec une charge plus, donc H3O+. OK, parce qu'on a ajouté un H+ ici. Lorsqu'on retire le H en étant plus, ce qui va rester, c'est un Cl. Puis il ne faut pas oublier que quand on enlève H+, il faut rajouter une charge négative sur ce qui va rester. Donc, ça va devenir Cl-. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que l'eau, lorsqu'il réagit avec un acide, ça forme des H3+. La H3+, c'est un ion qu'on appelle l'ion hydronium. Il se forme lorsqu'on a un acide qui est présent dans l'eau,
OK? Parce que lorsqu'un proton, un H+, réagit dans l'eau, à ce moment-là, il y a une liaison qu'on appelle une liaison covalente de coordinance. C'est pas quelque chose que je vais vous demander de savoir, là, mais qui se fait avec l'oxygène de la molécule d'eau et qui nous donne le H3O+. Donc, l'oxygène dans H3O+, fait un lien supplémentaire que normalement, il ne ferait pas. Fait que c'est pour ça qu'il y a une charge positive sur cette molécule-là. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que je peux utiliser d'autres types d'acides ou de bases. Donc, par exemple, ici, j'ai HCl, encore une fois, donc encore un acide fort, plus NH3, qui est une base, mais une base faible. Hein, c'est pas dans la liste des bases. C'est la même chose ici pour H2O. Mais peu importe, dès que vous avez un acide fort, donc dès qu'il y en a un des deux qui est fort, peu importe que l'autre soit faible, c'est pas grave, la réaction va se faire au complet. OK? Maintenant, HCl, même chose qu'on a vu précédemment, il va donner un H plus à l'autre molécule. Donc, si on enlève le H plus ici, tout ce qui reste, c'est Cl. Puis plus que j'enlève H plus, ça devient Cl moins. Donc, la base conjuguée de HCl, ça va être Cl moins. La base, L, qui est en bleu ici, NH3, elle va accepter le H+. Donc, lorsqu'elle réagit, accepte le H+, donc un H supplémentaire s'ajoute à NH3, donc ça devient NH4, et ça devient NH4 avec un plus. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le H+, donc il accepte un H et la charge positive. Donc, la base devient l'acide conjugué qui est NH4+. OK? Donc, vous avez la base d'un côté de la réaction, puis de l'autre bord de la réaction, vous avez sa base conjuguée. C'est qu'est-ce qui devient lors de la réaction. OK? Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'utilise de l'eau? De l'eau, ça peut être soit un acide ou une base. Ça dépend vraiment avec qui on le met. Donc, si je le mets avec du HCl, par exemple, ou avec un acide faible, l'eau va agir comme une base. Mais si je le mets avec une base faible ou une base forte, l'eau va agir comme un acide. Pourquoi? Parce que l'eau est capable d'agir comme l'un ou l'autre. Dans le cas qui est ici, dans le numéro 3, je le mets en présence du NH3, qui est une base faible. Donc, l'eau va agir comme un acide. Donc, ça va être son rôle dans ce cas-ci. Donc, NH3, vu que c'est faible, puis que de l'eau, c'est faible également, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la réaction va être en équilibre. Donc, des flèches d'équilibre. Généralement, les flèches d'équilibre, c'est pas ceux-là qu'on utilise. Là, vous êtes peut-être plus habitué de voir... Je vais essayer de vous faire des flèches d'équilibre ici. C'est pas toujours facile, mais peut-être plus habitué de voir ce type de flèches-là. Donc ça ici, c'est les flèches qu'on utilise pour indiquer qu'il y a un équilibre. Donc ici au centre, ça devrait être plutôt ceci. Ou si vous voulez faire des flèches complètes, ça serait accepté aussi. Donc une flèche qui revient en arrière plus une flèche qui va vers les produits. C'est ce qu'on a en même temps ici parce que c'est en équilibre. Ça veut dire que la réaction qui se produit peut aussi revenir en arrière sans problème. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vu qu'on a deux faibles, c'est en équilibre. Donc, dans la molécule qui est dans la réaction qui est ici, vous avez l'eau qui agit comme un acide. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que le H qui est ici, ou l'autre, peu importe lequel des deux, va servir comme un H acide. On va le décrocher. Ça va devenir. Donc, on le fait partir. Ça fait en sorte que si on l'enlève, ça devient juste OH. Puis si on enlève un H+, qu'est-ce qui va rester? C'est OH, et là, il faut mettre la charge négative. Donc, à chaque fois que vous voulez passer d'un acide à sa base conjuguée, vous devez enlever un H puis ajouter une charge négative. Donc ici, on passe de H2O à OH-. Là, ici, la charge négative a été mise en avant. Je vais accepter si vous le mettez à l'arrière. OK? Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Généralement, c'est que c'est l'oxygène qui est chargé négativement, mais bon, c'est pas très très grave dans votre cas. Le NH3, lui, va accepter le H+, comme précédemment, ce qui fait en sorte que NH3 va devenir NH4+. On ajoute à notre base un H et la charge positive
qui provient du H+. Dernier exemple, vous avez CH3COH plus de l'eau. CH3COH, c'est une substance qui est l'acide acétique. C'est ce qu'on retrouve dans le vinaigre. Lorsqu'il réagit avec de l'eau, puisque c'est un acide faible, puis que l'eau, c'est pas une base forte, c'est une base faible, la réaction va être en équilibre, comme précédemment. Lorsque CH3COH libère un H acide, ce que vous allez noter, c'est que pour l'instant, dans HCl, vu que c'est un acide fort, qui est fait d'ions, c'est un acide fort fait pas avec des chaînes de carbone, mais fait avec d'autres atomes seulement, qui ne sont pas des atomes de carbone. Mais le H qui était en avant, c'était le H acide. Maintenant, quand vous avez des molécules avec des chaînes de carbone, c'est-à-dire plus qu'un carbone, là, généralement. Donc ici, on a CH3COOH, on a 2 carbones, puis d'autres atomes. Le H qui va être acide, c'est généralement celui qui est à la fin de la molécule. Ce qui veut dire que dans CH3COH, c'est le dernier H qui est acide, pas les CH3. On enlève seulement le dernier dans ce cas-ci. Dans les autres cas, c'est le premier H qui est généralement acide. Donc pour les molécules de carbone, on va prendre le H qui est à la fin, on va le retirer, puis on va ajouter le O négatif, car on retire un H+ de cette molécule-là. Ça fait en sorte que l'acide passe à la base conjuguée, donc CH3COH devient CH3COO-. On a retiré le H et on a ajouté la charge négative. Tandis que l'eau va accepter le H qui provient du CH3COH, donc qui accepte un H supplémentaire. Donc ici j'avais H2O, maintenant j'ai H3+, donc j'ai un H de plus et j'ai aussi la charge positive qui vient avec le H+. Donc ici à la fin, on fait juste dire que l'eau peut agir comme un acide, donc ce que j'ai expliqué tantôt. Donc dans l'équation numéro 3, vous aviez l'eau comme un acide ou aussi comme une base. Donc l'eau peut aussi agir comme une base comme dans les équations 1 et 2, et 4 plutôt. Ce qui veut dire que peut faire les deux rôles. Quand une molécule peut faire les deux rôles, c'est une substance qu'on appelle amphoter. Donc amphoter veut dire peut agir comme un acide ou comme une base. Donc, il y a quelques molécules qui sont amphotères. L'eau, c'en est une. Puis, c'est important parce que l'eau va justement permettre que les acides ou les bases réagissent avec elle sans problème. Maintenant, quand on a un équilibre, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'équilibre fait en sorte que vous allez avoir une quantité de réactifs puis une quantité de produits qui vont être en présence l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que les réactifs, dans un équilibre, ils vont en rester à la fin. Ça ne sera pas tous les réactifs qui vont être transformés en produits. Donc, il va toujours avoir une certaine quantité de réactifs, même si on va avoir aussi une certaine quantité de produits. Donc, pour les équilibres, de façon générale, pas juste appliqué pour les acides et les bases, mais de façon générale, c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs qui est utilisée pour pouvoir déterminer la constante d'équilibre. OK? Donc, dans cette équation-là, généralement, les solvants ne sont pas inclus parce que les solvants, ben, ils peuvent pas avoir de concentration parce qu'ils sont dans eux-mêmes. Donc, par exemple, l'eau pure, ben, l'eau est pas solubilisée dans l'eau parce que c'est pas quelque chose qu'on peut calculer. Donc, on ne considère pas la concentration pour un solvant. Mais on va considérer toutes les concentrations de toutes les autres substances. Donc, quand on écrit ça entre crochets comme ça, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est les concentrations en mol par litre. Donc, concentration molaire volumique qu'on va utiliser. Donc, l'équivalent, c'est équivalent à écrire le grand C. Donc, C pour les produits, par exemple. À la place, je peux l'écrire entre crochets. Ça veut dire concentration molaire volumique des produits. Donc, de la substance en question. Donc maintenant, appliqué à l'acide et la base, qu'est-ce que ça veut dire avoir une constante d'acidité, une constante de basicité?
donc un Ka ou un Kb, c'est que pour les réactions qui sont incomplètes et réversibles, comme on a vu dans l'exemple 3 et 4 de du diaporama qu'on vient de voir, soit la diapo numéro 8, on peut écrire les constantes d'équilibre suivantes. Donc la constante d'équilibre, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est la concentration des produits, donc concentration de CH3COOH fois la concentration de H3O+, donc c'est la multiplication des concentrations divisé par la multiplication des concentrations des réactifs. Par contre, dans le cas des réactifs, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que l'eau, ici, c'est notre solvant. Fait que lui, il n'y a pas une concentration. Donc, on ne va pas le considérer. C'est pourquoi, dans la constante d'acidité, ici, il y a juste CH3COH. Parce qu'on ne va jamais utiliser la concentration de H2O. Hein? La H2O, dans l'eau, ben, sa concentration, c'est 1. C'est juste pas existant. Okay? Il n'y a pas de concentration de l'eau dans l'eau. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez CH3COH, sa concentration, donc crochet entre crochets, qui veut dire mol par litre, fois, donc ici, on n'a pas mis la multiplication, mais elle est là, quand on les met un à côté de l'autre, c'est qu'on multiplie. Donc, multiplié par la concentration de H3O+, divisé par la concentration de CH3COH. Cette façon de calculer le Ka, on ne va pas l'utiliser vraiment, c'est juste pour vous montrer d'où est-ce que ça vient. On va parler des Ka, on va parler des Kb, on va les utiliser, les Ka et les Kb, mais c'est très, 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 très rare que je vais vous faire calculer des Ka et des Kb. C'est vraiment juste pour vous expliquer d'où est-ce que ça vient que je vous montre ça ici. L'autre façon de calculer une autre constante, c'est lorsqu'on regarde des bases. Donc, dans le cas qui est ici, on partait avec un acide qui réagit dans l'eau. On va avoir son Ka, sa constante d'acidité. Donc, plus le Ka va être élevé, plus l'acide est fort. Maintenant, pour les bases, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va parler de constante de basicité, parce qu'on va parler de base. Donc, si je pars avec une base faible, qui réagit, encore une fois, avec l'eau, on veut toujours faire réagir avec l'eau pour savoir les constantes, on va avoir le NH3 qui va devenir NH4+, plus OH-. Donc ici, nos produits, on prend la concentration de NH4+, fois la concentration de OH-. Donc, c'est la multiplication des concentrations des produits divisé par la concentration des réactifs. Donc, le réactif, le seul qu'on va considérer, c'est NH3, parce que H2O, c'est notre solvant. Donc, on ne le considère pas dans la constante de basicité. Donc, voici ici quelques exemples de constantes d'acidité et de basicité dans l'eau. Toujours dans l'eau. Nous, on va toujours considérer dans l'eau. Et ici, c'est à 25 degrés. Pourquoi? Parce que la température peut faire modifier les constantes. Donc, on veut s'assurer d'être toujours à la même température. Donc, généralement, c'est pas quelque chose que je vais vous faire changer, la température. Mais soyez quand même toujours présent sur savoir la température parce que ça peut changer la constante. Donc, si on travaille dans un milieu très, très, très chaud, si on fait chauffer votre solution, mais là, ça va changer votre constante d'acidité ou de basicité. Donc, dans le cas qui est ici, c'est seulement les acides faibles et les bases faibles qui vont avoir des constantes de Ka, donc constante d'acidité. Donc ici, les acides forts et les bases fortes ne sont pas présents dans les tableaux qui sont ici. Pourquoi? Parce que leur valeur va être vraiment très, 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 très élevée en Ka. Okay? Il va être pratiquement de infini. Pourquoi? Parce que la quantité de produits va être énorme par rapport à la quantité de réactifs restants. En fait, la quantité de réactifs restants devrait être 0. Puis lorsqu'on divise par 0, ben, ça ne marche pas. Okay? Donc, ici, c'est pas mal juste les acides faibles et les bases faibles qu'on considère dans les tableaux de Ka. Donc, si vous avez un acide ou une base qui a une valeur de Ka ou de Kb, respectivement, c'est que ce sont des acides faibles ou des bases faibles. Donc, voici quelques exemples de ces acides-là. Donc, vous avez des acides inorganiques, vous avez des acides carboxyliques. Donc, les acides carboxyliques, c'est des acides faits à partir des chaînes de carbone. Donc,
comme j'ai dit tantôt, les H à la fin, c'est ceux qui nous intéressent pour les H acides, tandis que pour les inorganiques, c'est les H de départ qui sont les H acides. Dans les bases, vous avez la même chose, vous avez des bases inorganiques, puis ici, on a des bases qui sont faites à partir d'amines, même vous avez des chaînes de carbone, mais vous avez un N qui est l'azote, qui est là comme la portion basique de ces molécules-là. Alors ici, qu'est-ce que vous allez considérer? C'est que vous allez regarder le Ka. Plus les Ka sont élevés, donc ici, vous voyez, c'est 1,1 fois 10 à la moins 2. Donc ici, le moins 2, ça fait en sorte que il va y avoir des zéros devant le 1,1. Plus votre exposant ici est faible, plus le Ka est petit. Donc, si j'ai x 10 à la moins 4, c'est une valeur qui est beaucoup plus petite que x 10 à la moins 2. Et si j'ai x 10 à la moins 8, c'est encore beaucoup plus petit. Donc, plus on diminue en Ka, moins c'est un bon acide. Okay? Donc, les Ka les plus forts, ça donne les meilleurs acides. Même chose pour les Kb. Les Kb les plus forts, ça donne les bases les plus fortes. Maintenant, vous avez une autre section ici qui s'appelle le pKa et le pKb. Donc, le problème avec les Ka, c'est que c'est des chiffres qui sont exprimés en notation scientifique, puis c'est pas toujours facile, simple, d'écrire des valeurs en notation scientifique puis de les dire à quelqu'un d'autre. Fait que qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a une forme qui est plus normale, là, des chiffres un petit peu plus qui se rapprochent de nombres naturels, donc de 1, 2, 3, 4, qui sont ce qu'on appelle les pKa. Pour passer d'un Ka à un pKa, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire le logarithme de Ka et ajouter un signe moins. Donc, faire moins le log du Ka, ça nous donne le pKa. Même chose pour le pKb, moins le log de Kb nous donne le pKb. Donc ici, si vous voulez vous le noter, plus un Ka augmente, plus un acide est fort, mais pour le pK, c'est le contraire. Plus le pK est petit, plus l'acide est fort. Je vais en reparler un petit peu dans une prochaine diapositive, donc vous n'avez pas à vous en faire là, si vous ne l'avez pas noté, mais ça va dans un sens inverse l'un par rapport à l'autre. Donc ici, je vous explique justement, si un acide est fort, ça veut dire qu'il va être complètement ionisé, donc généralement, il n'y a pas d'équilibre dans cette réaction-là, donc pas de valeur de Ka. Donc c'est pour ça que vous voyez aucun acide fort, aucune base forte dans les valeurs de Ka ou de Kb. Maintenant, si un acide est faible, il va avoir une valeur de Ka, donc on va pouvoir les lire dans un tableau, et on peut comparer cette valeur-là avec un autre acide faible qui a une autre valeur de Ka. Donc on peut comparer deux acides faibles qui ont chacun leur valeur de Ka entre eux. Le plus fort des deux, c'est celui qui a la plus grande valeur de Ka. Ça ne veut pas dire que c'est un acide fort, ça veut dire qu'il est un petit peu plus fort qu'un autre. Donc quand on compare les acides faibles entre eux, on peut savoir lequel est plus fort parmi les deux. Le même raisonnement s'applique pour les bases faibles, donc les Kb. Donc si je compare les constantes de basicité d'une base avec une autre, donc deux bases faibles, puis ils ont chacun leur Kb, celui qui a le Kb le plus grand, c'est la base la plus forte des deux. Ça ne veut pas dire que c'est une base forte, parce qu'une base forte, normalement, n'a pas de valeur de Kb. Donc, les bases fortes, vous ne les verrez pas dans le tableau des constantes de basicité. La deuxième portion, c'est les valeurs que j'ai présentées de pKa et de pKb. Pour un acide faible, étant donné qu'on a un Ka, on a aussi une expression qui nous permet de calculer ce qu'on appelle le pKa. Rajouter un P, P ça veut dire moins le log de. Donc pKa, c'est moins le log de Ka. Donc lorsque vous allez calculer, ou c'est déjà calculé pour vous, c'est qu'on a fait moins le log de la valeur de Ka. Donc, sur votre calculatrice, normalement, vous devriez savoir à peu près où se trouve le logarithme. Donc, on va commencer à l'utiliser de temps en temps dans le cours. Ça veut dire que si vous avez de la difficulté encore à trouver où est le log puis comment l'utiliser sur votre calculatrice, venez me voir dès que possible pour qu'on s'en parle, pour qu'on regarde sur votre calculatrice c'est quoi
qui vous permet de faire le logarithme et comment l'utiliser, cette option-là sur votre calculatrice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici quand je passe du KA au PKA? C'est que plus la valeur de KA est grande, plus quand je vais faire moins le log, ça va donner un PKA qui est petit. Donc, quand les KA sont grands, les PKA sont petits, ce qui veut dire que l'acide est plus fort lorsque le PKA est plus petit. OK? Donc, si vous vous retrouvez avec un KA grand, le PKA va être plus petit et l'acide va être plus fort qu'un autre. Donc, plus un pKa est petit, mieux c'est pour l'acidité. Ça va donner un acide plus fort. Si votre pKa est grand, un gros chiffre, ben ça veut dire que c'est pas un bon acide. C'est un acide qui est pas mal faible, parmi les faibles. La même chose, même logique pour les bases faibles, avec le Kb puis le pKb. Donc, le pKb, c'est moins le log de Kb. Donc, si vous avez une valeur très très grande de Kb, vous allez avoir une petite valeur de pKb. Puis on a dit que si on a une grande valeur de Kb, c'est que la base elle est meilleure. Donc, ça veut dire que plus le pKb est petit, mieux c'est pour la base. Maintenant, je veux vous faire pratiquer, identifier les acides suivants et les bases suivantes. Donc, comme exercice, ce que je vais vous laisser faire, puis que je vais vous donner la réponse dans la prochaine capsule, c'est de répondre à l'exercice suivant. Donc, je vous demande, parmi la liste suivante, donc vous avez une liste de plusieurs composés, dites-moi lesquels sont des acides, lesquels sont des bases, puis ensuite, dites-moi lesquels sont des acides faibles et lesquels sont des bases faibles parmi la liste. Donc, je vais vous demander de faire ça. Ça va commencer à vous faire pratiquer, à apprendre un petit peu par cœur quels sont les acides forts, quels sont les acides faibles, les bases fortes, excusez-moi. Donc, acides forts, bases fortes, à apprendre pas mal par cœur, savoir c'est quoi la liste des deux. Puis, tout ce qui n'est pas dans cette liste-là, ce sont des acides faibles ou des bases faibles. Donc, je vous laisse regarder cette liste-là. Puis, dans la prochaine capsule, vous allez avoir la réponse. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.